présenter la CPTS rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, CPTS, Communauté pour ces territoires de santé du Centre rural lyonnais. Nous sommes une association de soignants du territoire qui œuvrent pour l'amélioration de l'exercice coordonné en Guyane. Donc, on a plusieurs missions autour de l'accès aux soins, du bien-être médical et de la prévention, et aussi une mission d'accompagnement des soignants du territoire, donc l'installation et aussi à la rencontre entre soignants. C'est à peu près ça. Si vous souhaitez, pour les professionnels de santé, échanger à la présentation sur les différents aspects de l'événement et de la CPTS et de la classe, nous sommes là pour vous informer, pour poursuivre les échanges. Et donc, je vais laisser le soin à Bourse d'intervenir pour présenter un peu plus l'événement et les différentes structures. Bonsoir. Alors, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette rencontre qui nous tient particulièrement à cœur, la santé des populations en situation de précarité et d'exclusion en Guyane. En tant que coordinatrice régionale précarité de l'ARS, c'est vraiment un plaisir de démarrer cette soirée qui, j'espère, sera l'occasion d'échanges et de réflexion avec vous. Donc on remercie la CPTS avec qui cet événement a pu être organisé et qui nous accueille dans ses locaux et qui permet du coup d'inviter ses adhérents. Et nous tenons à remercier particulièrement les intervenants du coup, qui partagent ce soir donc, leur expérience et leur expertise précieuse sur le terrain, en jouant un rôle vraiment essentiel pour améliorer l'accès aux soins et les droits de santé des personnes les plus vulnérables. Donc, Lisa Clam, Lisa qui est coordinatrice de programme à Médecins du Monde, Chloé Abrias qui est coordinatrice régionale pour le COMED, donc le Comité pour la santé des exilés. Marc Omari, qui est psychiatre, médecin, coordonnateur pour l'équipe mobile psychiatrie précarité à l'hôpital de Cayenne. Claire Bossello, qui est médecin chef de service pour la permanence d'accès aux soins de santé, donc la PAS, et également coordinatrice régionale pour les PAS à l'hôpital de Cayenne. Et Carl Possou, qui devrait nous rejoindre, qui est médecin coordinateur pour le pôle de santé à la Croix-Rouge. Je tiens aussi vraiment à vous remercier d'être présents ce soir, parce que cette collaboration entre institutions professionnelles et usagers nous permet vraiment d'avancer sur l'accès aux soins, l'accès aux droits de santé. Et donc on va commencer. La présentation va s'articuler autour de 3 situations concrètes. Je vais juste introduire avec quelques mots de contexte. Donc, 53% de la population guyanaise vit sous le seuil de pauvreté nationale, donc 60% du niveau de vie médian en France, et 23% donc, de la population sous le seuil de pauvreté locale, donc avec moins de 550 € par mois. Donc, la précarité de la population est un élément fondamental à prendre en compte dans la conception et la mise en place des politiques de santé sur le territoire en Guyane. Donc, les personnes en situation, lorsqu'on parle de précarité, de vulnérabilité, on parle des personnes en situation de précarité et ou d'exclusion, isolées socialement et ou géographiquement, des personnes sans droit à la sécurité sociale ou en rupture de droit, avec une impossibilité d'honorer les frais du reste à charge, une précarité liée à une forte désocialisation, des difficultés à s'orienter dans le système de santé, donc des personnes allophones, des personnes souffrant de troubles psychiques ou psychiatriques, des personnes marginalisées et devant être accompagnées dans leur parcours de soins. Donc il peut s'agir de personnes demandeurs d'asile ou non, des personnes donc, principalement originaires d'Haïti, du Suriname, de la République dominicaine, du Brésil, du Guyana, et également donc, depuis quelques années en Guyane, des personnes du Proche et du Moyen-Orient,
des réfugiés donc afghans, syriens, sahraouis. Alors, les missions, c'est de pouvoir faciliter l'accès au système de santé, d'accompagner les personnes dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits et de favoriser l'accès aux dispositifs de droit commun, donc de permettre un accompagnement et une prise en charge de temps nécessaire à un volet pérenne par un dispositif de droit commun. Donc, les objectifs de cette présentation, de cette co-animation, de cette présentation ce soir, c'est de présenter des dispositifs hospitaliers et associatifs d'accès aux soins et aux droits de santé pour les populations en situation de précarité et ou d'exclusion. Donc, de pouvoir identifier qui fait quoi, où, comment et pour quel public. De renforcer le lien entre les acteurs libéraux, hospitaliers et associatifs afin de favoriser la mise en place d'un parcours de santé pour les patients en situation de précarité et de faciliter l'orientation des patients et leur accès aux droits communs. Donc en fait, on va faire cette présentation et après l'objectif c'est aussi qu'il puisse y avoir un temps d'échange ici présentement et également après avec un petit pot pour aussi continuer les échanges. Donc on va pouvoir présenter trois situations. Mais juste pour expliquer la forme. Juste on a, en fait pour vous faire un petit historique, l'année dernière on a voulu faire une présentation un peu comme ça tous ensemble et on s'est un peu perdu dans chacun présente sa structure les uns derrière les autres et c'était un peu lourd a priori, enfin je ne sais pas mais je pense que ça a été un petit peu laborieux quand même. Et on n'avait pas beaucoup de temps de planifier. Et donc là, on a réfléchi à un autre format en se disant qu'on allait partir de trois situations qui sont des situations qui nous arrivent très régulièrement pour que vous rendiez compte un petit peu en pratique qui fait quoi et ce qu'on fait. Alors, on espère que ce sera mieux que l'année dernière. Alors, on a pris une première personne qui serait primo-arrivant sur le territoire, qui vient d'arriver en Guyane, sans droit à la protection maladie et qui est en situation de grande précarité. Ça peut être une personne qui est en situation de demande d'asile ou non. Les personnes, quand elles arrivent sur le territoire, elles n'ont pas forcément toujours l'asile. Cette personne, qui est une adulte a priori, elle va avoir 3 mois pendant lesquels elle ne pourra pas, dans tous les cas, avoir de protection maladie. Donc il va falloir trouver autre chose pour qu'elle puisse obtenir des soins si elle en a besoin. Cette autre chose, ça peut être la passe du centre hospitalier de Cayenne, qui est situé en face des urgences à Cayenne, il y a des permanences délocalisées, on en parlera plus tard. Ça peut être Médecins du Monde, via les équipes mobiles qui sont faites en partenariat avec la passe. Et ça peut être le COMED, qui a aussi des consultations de médecine générale, qui sont accessibles du coup pour les personnes qui n'ont pas le droit ouvert à la protection maladie. Pour ce qui va être ensuite de l'évaluation sociale et des orientations qu'il va falloir faire, notamment au-delà de cette période de carence de 3 mois, pour pouvoir ensuite ouvrir des droits, vous allez retrouver les mêmes acteurs qui vont s'occuper de cette ouverture de droits, de l'orientation sociale de manière générale. En revanche, il y a une chose qui est pas tellement spécifique, mais il y a les centres de prévention de santé de la Croix-Rouge qui proposent, eux, des missions plutôt de prévention. Donc le CEGID, c'est pour le dépistage des IST. Il y a aussi une sage-femme qui peut consulter les personnes qui n'ont pas de droit à la protection maladie. Le centre de vaccination, et qui fait notamment tous les rattrapages vaccinaux des primo-arrivants. Et le centre de lutte contre la tuberculose. Donc ça, c'est une orientation qui est aussi intéressante pour les primo-arrivants dans la globalité de ces 3 services. Et enfin, si dans la famille, il y a des enfants de moins de 6 ans, il va falloir les orienter vers la PMI, notamment pour ce qui est des vaccinations, mais aussi pour le suivi de manière générale. Non, mais je peux peut-être un petit peu présenter les antennes. Du coup, nous, à la base, on va effectivement se positionner sur ces 2 actions-là, qui sont l'accès aux
droit et l'accès aux soins. Alors, l'accès aux droits, chez nous, à la base, c'est plutôt de l'accès aux droits santé, donc accès aux droits de couverture sociale majoritairement. On va aussi un petit peu participer à la question des types de séjours maladie, des choses comme ça. Mais nous, on est un peu focus sécu. Donc, on va surtout aider les gens à ouvrir des droits sécu. Ça, c'est pour la question du droit, de l'accès au droit. Et sinon, notre rôle principal, il va être du coup de permettre l'accès aux soins, consultation de médecine générale, consultation infirmière, si besoin, et l'accès à l'ensemble du plateau technique de l'hôpital. C'est-à-dire que les patients sans droit ouvert mais qui passent chez nous, ils vont avoir accès à une consultation de médecine générale, à un suivi de médecine générale s'il y a besoin, le temps de l'ouverture des droits. Une fois que les droits sont ouverts, ils vont être réorientés vers la médecine de ville. Et ils vont pouvoir, s'ils ont besoin d'accès au plateau technique de l'hôpital, donc pharmacie, laboratoire, examen d'imagerie, consultation spécialisée, ils vont pouvoir y accéder en passant par notre service. Voilà. Et donc, juste pour compléter ce que disait Lisa tout à l'heure, nous, on a une antenne principale à l'hôpital, juste en face des urgences, et on a 2 antennes délocalisées, une à Balata et une à Soula, et on intervient aussi avec Médecins du Monde sur les équipes mobiles Médecins du Monde, dont on a parlé, et on fait aussi des consultations une fois par semaine sur le camp de demandeurs d'asile et de réfugiés à la verdure du Midi. Alors, les équipes mobiles donc, sur lesquelles intervient la PAS notamment, mais il y a aussi bien sûr des bénévoles et des salariés médecins du monde, en fait, c'est des cliniques mobiles, donc en fait, on monte des chapiteaux à proximité des lits mobiles et on fait des consultations de médecine générale à ce moment-là, on a aussi des entretiens de prévention en santé sexuelle et reproductive et des entretiens sociaux. C'est quand même difficile de vous décrire à quels endroits on intervient à proximité des plus grands bidonvilles en fait, de l'île de Guyenne, à côté de la piste de Tarzan, à côté du Mont-Magel précédemment, maintenant plus vers Montreux, etc. Et en fait, pour vous, on y reviendra, le plus simple, c'est quand même d'obtenir notre planning mensuel pour que vous sachiez où on est à quel jour. Alors, ce parcours de soins numéro 2, on vous a présenté une personne avec une maladie chronique type cancer qui aurait un accès aux soins limité dans le pays d'origine, au regard de sa pathologie et du traitement accessible. Une situation de vulnérabilité extrême étant vécue maintenant sur le territoire, c'est pas tout. Alors ça, c'est la situation type un peu en lien avec le droit de séjour d'étrangers malades, mais pas que. Et c'est vrai qu'au COMET, du coup, on va proposer, on a 2 portes d'entrée principales. Une porte d'entrée suivi psychologique avec accès aux psychologues, on a 2 psychologues sociaux, et une porte d'entrée sur tout ce qui est en lien avec l'accès aux droits de santé. On disait tout à l'heure un petit peu l'ouverture du droit à la protection maladie dans les diagnostics précédentes, mais ce n'est pas notre activité principale comme la passe sur les médecins du monde, c'est pas et surtout travailler sur tout ce qui est droit de séjour d'étrangers malades, permettre aux personnes en fonction de leur pathologie d'avoir accès à cette régularisation de soins. En général, on parle de pathologie extrême-gravité, dont le traitement n'est pas disponible ou accessible dans toute l'origine. Disponible, ça veut dire qu'il y a des médicaments, donc je peux accéder aux soins, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des médicaments, mais le système de sécurité sociale n'est pas accéder. Ou bien alors la stigmatisation, donc les personnes ne peuvent pas s'affilier. Il y a tout un enjeu autour de cette pathologie. Et donc elles viennent souvent en France pour accéder, pas toujours accéder aux soins, en tout cas ça va permettre d'accéder aux soins parce qu'il faut qu'elles vivent au moins un an sur le territoire pour avoir accès maintenant à ce type de séjour. Donc vous avez demandé une évaluation médicale au médecin de l'aide en premier lieu, et ensuite un accompagnement social et juridique, parce que les démarches sont longues et complexes pour accéder à ce type de séjour actuellement. Donc ça fait partie de nos missions, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'accès aux droits de santé, donc on parle aussi de CDPH.
fait, une fois que la personne est intégrée dans notre file active, soit par la porte d'entrée psychologique, soit par la porte d'entrée accès au droit à santé, au accès au médecin, assistante sociale, au psychologue, tout ce qui est notamment en protection. Voilà. On a rajouté sur cette diapo la base de vide. La base de vide, c'est un dispositif un peu spécifique de Médecins du Monde qui est pour les personnes qui ont des droits ouvrables à la protection maladie et qui ont une maladie chronique. Et ça permet en fait de commencer le suivi en ville avant même l'ouverture des droits. Donc on a un réseau de professionnels libéraux qui travaillent avec nous et qui acceptent de mettre en attente nos facturations, le temps qu'on fasse l'ouverture de la protection maladie de la personne, et ensuite, bien sûr, elles sont rémunérées pour les soins qu'elles ont effectués. Donc, dans ce cas, par exemple, on aurait pu travailler avec le GIMED à un passage en base de ville pour que la personne puisse avoir des soins en ville. Ce qui permet notamment d'avoir accès à du laboratoire d'analyse médicale, à de l'imagerie aussi en ville, etc. Voilà. C'est un peu complémentaire de la passe hospitalière. Et de fait, il y aura toujours un travail de coordination de soins, du rapport de soins avec l'ensemble des médecins spécialistes, des médecins hôpitaux, des médecins, parfois des médecins de ville aussi, parce que nous, j'oriente tout le monde pour l'évaluation médicale, parce que ça permet d'avoir des éléments, mais on va réorienter, on va essayer de travailler ce parcours de soins avec les patients et l'ensemble des services sur le territoire. Alors, ce troisième parcours de soins, c'était pour sortir un petit peu de Cayenne et pour parler aussi de ce qu'on peut proposer en mobile ou en délocalisé. Donc là, l'exemple qu'on a. Ah, 1, 2, 3, je vais y arriver. L'exemple auquel on a pensé, c'est une personne qui sort d'hospitalisation, qui sort de chirurgie et qui a des pansements à faire, des soins à faire, et qui n'a pas de sécurité sociale et qui habite à Sablance. Donc Sablance, c'est le grand ville très 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 étendu qu'il y a en face de Soulin, qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Voilà, puis il est en grande précarité, il a du mal à se déplacer parce qu'il sort de chier, donc il vient de se faire opérer du pied. Et en plus, pour ne rien arranger, il a des troubles psychiatriques. Donc ça, pour le coup, c'est une situation très très fréquente, c'est vrai, et très habituelle pour nous en tout cas. Et donc ce patient-là, il va être orienté soit via le service d'hospitalisation, il sort, soit via la passe hôpital, à la passe de Soula, donc à l'antenne délocalisée de la passe à Soula. Et donc il va consulter à la passe de Soula. La passe de Soula, nous, on va pouvoir lui proposer le suivi de médecine générale, on va pouvoir lui proposer des consultations infirmières. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'il a des pansements à faire tous les 2 jours, et qu'il a mal au pied, et qu'il a des difficultés pour se déplacer. Et qu'il ne peut pas être envoyé à la place de ville parce qu'il n'a pas de droit ouvrable. Il est sur le territoire depuis moins de 3 mois. Donc, pour ce patient-là, on va, parce que pour l'instant ça n'existe pas encore, mais ce qui devrait pas tarder à se mettre en place, apparemment courant mars, c'est ce qu'on appelle passe d'homme, donc c'est des soins à domicile passe, donc par une équipe d'infirmières de la passe qui vont se déplacer à domicile pour les patients qui sortent d'hospitalisation ou qui sortent des urgences avec la nécessité de passage infirmier à domicile. Ça n'existe pas encore, mais ça arrive. Normalement, d'ici la mi-mars, on va pouvoir proposer ce dispositif qui serait particulièrement adapté à cette situation. Pour le côté, donc nous, quand on va recevoir le patient à la place à Soula, on va découvrir si ce n'est pas déjà connu des problématiques psy avec des troubles psychiatriques. On a plusieurs options sur la psy. On peut avoir le COMED avec les psychologues du COMED, on peut avoir l'hôpital avec les consultations psy à l'hôpital. Mais là, on est dans une situation où il y a une grande précarité et en plus des difficultés de transport.
Donc, on va appeler Marc. Bonsoir à tous. Donc, par rapport à l'appel de l'équipe mobile psychiatrie précarité qui est située à l'hôpital, au centre hospitalier Cayenne, au poste santé mentale, mais qui ne reçoit personne au niveau des bureaux de la mairie. Par contre, on se déplace parce que Claire a rempli une fiche d'adressage qui est très allégée. Je pense qu'on aura la possibilité de la voir. Donc, l'équipe mobile de psychiatrie précarité, c'est une équipe qui est née du besoin d'aller vers le soin. Donc, par rapport à des patients qui n'ont pas la capacité de venir aux soins. Et donc, on va, pour une raison psychiatrique, on va avoir un premier contact pour évaluer justement cette pathologie psychiatrique existante de façon permanente ou non. Et nous n'avons pas vocation de suivre le patient à long terme. Le but, sur le plan psychiatrique, bien sûr, d'assurer que le patient est suivi, qu'il ait le traitement qu'il faut, mais aussi de l'accompagner, de pouvoir le suivre jusqu'à ce qu'on puisse l'autonomiser, pour qu'il aille vers le soin, vers le CRP, si la pathologie psychiatrique est bien là. D'un autre côté, les patients, par rapport au PASDOM par exemple, ce que dit Claire, les patients qui vont bénéficier dorénavant d'une infirmière à domicile, l'infirmière passe, mais nous on le fait déjà parce qu'on sait ce que c'est qu'un traitement psychiatrique, que si on a envie que le patient sorte un petit peu de son isolement et de sa précarité, il faut absolument qu'il prenne son traitement. Donc l'équipe passe, elle fait l'équivalent de l'infirmière à domicile, on crée vraiment un lien. Aujourd'hui, on arrive sur l'ensemble des patients que nous avons vus en 2024, chacun a été vu en moyenne 7,5 fois, ce qui est énorme si on compare les patients qui sont vus au CRP par exemple. Donc c'est un véritable lien qui se crée et des sorties, des success stories, même si sortir de la psychiatrie c'est peut-être pas une belle story, mais des success stories sont enregistrés avec des patients qui ont pu recourir leur autonomie, même des petits jobs, des mises en couple, des histoires de belle vie qui prennent forme par l'intermédiaire de l'EMPP, mais peut-être c'est plus par l'intermédiaire de ce lien que ces personnes perdent dans leur précarité et leur vulnérabilité. Donc le fait de s'approcher d'eux, de pouvoir les épauler, de pouvoir les accompagner, on arrive à créer un autre type de prescription, non pas médicamenteuse, mais une prescription du lien, et le lien crée la vie. Je voulais juste préciser, c'est que là, on présente un peu les choses comme ça, séparément, mais en vrai, on a des gros liens les uns avec les autres. C'est-à-dire que on peut se tromper de porte d'entrée, en fait, mais finalement, ça va rapprocher. En fait. Juste pour donner un exemple, nous, on intervient sur les équipes mobiles de médecins du monde, donc on la passe. Marc intervient au COMED une fois par semaine. Les équipes de Marc interviennent chez nous à la place de Soula et dans nos locaux de la place de l'hôpital. Le COMED consulte la médecin du monde. Nous, on a travaillé avec la planche. Car t'es pas obligé de te cacher. Nous, on travaille aussi avec la Croix, on a travaillé ensemble à la Verdure. Voilà, en fait, on peut finalement, c'est pas très grave de se tromper initialement de porte d'entrée, parce qu'en fait, on a beaucoup l'habitude de travailler ensemble et nous, on va remettre les parcours dans le bon sens. Donc, voilà. Je rajoute aussi une chose qu'on a oubliée, c'est qu'on intervient, le NDP intervient chaque semaine auprès de l'Arbre Fromager, qui est l'association où les femmes battues, violentées ou isolées peuvent se rendre. Et on a une consultation d'une demi-journée par semaine au niveau de l'Arbre Fromager aussi. Je reviendrai peut-être un tout petit mot sur l'accueil et sur effectivement l'accueil qui est un vrai point important avec ce public-là. On sait que c'est pas évident de discuter, que ça peut prendre du temps,
des barrières, mais tout ce travail d'accueil va faire qu'effectivement ce lien qui permet l'accroche, qui permet le suivi, et puis mieux se comprendre aussi. Je pense que dans chacune de nos structures, c'est quelque chose qui essaie de développer. Voilà. Alors, en lien avec la médecine, les démarches sont pas possibles sans l'intervention du médecin traitant ou référent. Vous avez encore du médecin traitant, ça arrive très souvent. Je vous donne ici l'exemple d'une reconnaissance du handicap via la LDPR. En fait, c'est effectivement toutes les démarches administratives, les certificats qui doivent être remplis par les médecins, ou, et là en l'occurrence, c'est les certificats médicaux de la LDPH que vous avez présenté, qui est à joindre à la demande et qui peut être complété en papier ou sur votre ordinateur directement, que vous connaissez déjà sûrement. Effectivement, les personnes peuvent venir vous demander de manière régulière. Parfois, c'est avec l'attente d'avoir une reconnaissance. Je sais que le handicap ne va pas être aussi lourd que pour ouvrir des droits à des prestations par la suite, mais ça permet parfois simplement la reconnaissance du handicap qui est beaucoup avec les patients qui arrivent dans le domaine. Et il y a des demandes qui peuvent être assez importantes et qui peuvent être importantes aussi sur le public. Et puis après, il y a tous les droits qui sont ouverts par ailleurs. Voilà. Au niveau de la pour les inspections motivées, les demandes maladie et les déclarations de maladie, effectivement, ça va aussi se passer par un médecin traitant ou référent. Avec ce formulaire de protocole de soins qui est pareil à imprimer et à remplir à la main cette fois. L'ALD, ça permet d'assurer la continuité de la prise en charge des frais de santé pour la pathologie ciblée, donc seulement cette affection et donc elle va permettre de couvrir effectivement les soins et les traitements en lien avec la pathologie, même si on n'a pas de mutuelle ou de complémentaire santé solidaire. Donc ça c'est important de prendre en compte. S'il y a une aide médicale d'État qui est ouverte à la MEUSE, ouvrir une ALD, ça peut être intéressant, notamment parce qu'il y a des prestations dans le cadre du panier soins de la MEUSE qui ne sont pas prises en charge. Je pense par exemple au transport, etc., les 2 premiers mois, et même par la suite. Et donc l'ALD permet de couvrir ces frais de santé en lien avec tout ce qui ne sera pas pris en charge par l'ALD. Donc c'est bien d'y penser. Et enfin, la demande de titre de séjour étranger malade, je l'ai abordé rapidement tout à l'heure en présentant les activités du COMED. Il y a un certificat dans la démarche en fait, qui a été mise en place auprès de la préfecture. Il y a un certificat médical qui va être remis au patient, qui sera rempli par le médecin traitant ou spécialiste. Qui doit être rempli, qui doit être bien rempli s'il y a des questions, des hésitations, on ne va pas hésiter à nous appeler. Mais ne jamais oublier de le signer sur chaque page, de mettre bien son numéro d'identité, etc. Mais surtout la signature à chaque page, qui peut être rempli seulement par un médecin, même s'il est écrit à 4 mains, parce qu'il y a un volet effectivement identificatif aussi, s'en rappeler. Et petite information, et pas des moindres, c'est qu'une fois qu'il est remis à la personne en main propre, le jour où il est remis, la personne a 1 mois pour le faire remplir par son médecin traitant ou spécialiste, et ensuite le redéposer à l'OFII pour qu'il soit examiné par les médecins de l'OFII, Office française de l'immigration et de l'intégration. Et donc c'est le service médical de l'OFII qui en sous traitement, mais la personne a vraiment un mois tout le monde, elle remet le certificat en main propre à la préfecture, en tout cas dans le cadre de cette démarche, et au moment où elle le dépose à l'OFII. Donc ça veut dire que son rendez-vous avec le médecin traitant spécialiste doit se passer dans son délai d'1 mois. Donc si un jour vous appelle pour cette démarche-là, ayez en tête ces petits détails, parce qu'après ça peut être très problématique si c'est pas déposé dans les temps, on doit reprendre la démarche au tout début, et qu'on a un rendez-vous de préfecture, ça peut être très très long. Donc, et enfin, quand vous voyez les patients et que vous lui remettez le certificat médical rempli, préconisez l'envoi avec acte de réception auprès de l'OFII pour qu'il y ait une preuve du dépôt dans les délais justement, et que ne soit pas opposé par la suite au fait que le certificat a été déposé au-delà du délai d'1 mois et donc on reprend tout le début. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais si vous avez des questions par la suite, c'est beaucoup de petits détails, mais
Donc beaucoup pour les gens, parce qu'en fait, quand on prend une démarche à zéro et qu'elle prend 6 mois, 9 mois, etc., c'est extrêmement long, juste pour des détails. On voulait vous parler aussi du panier de soins, si jamais vous n'étiez pas au courant. Le panier de soins pour les personnes qui bénéficient de l'AME exclut certaines choses. Elle en exclura peut-être encore d'autres par la suite, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, sont exclus les cures thermales, tous les soins qui sont relatifs à l'assistance médicale à la procréation. Oui, en Guyane, ça fait un peu rire de dire les cures thermales. L'assistance médicale à la procréation et des médicaments qui sont remboursés à 15%. Et il y a notamment pas mal de médicaments qui sont très prescrits en médecine générale. Et nous vous avez quelques exemples, le Spatron, Gaviscon, Phénoréine, Lexérine. Tout ça, c'est des médicaments qui ne sont pas pris en charge par l'AME et qui sont très fréquemment prescrits en médecine générale. Donc, si jamais vous avez envie de prescrire ça, et ben, c'est pas mal de s'assurer que la personne elle peut le payer en regardant sur le site du Vidal le prix que ça coûte, parce que des fois ça coûte assez cher, donc les personnes ne peuvent le payer. Et si elles ne peuvent pas, leur proposer des alternatives thérapeutiques ou des conseils hygiéno-diététiques si elles veulent, si ça peut aussi aider la personne dans son contexte. Pour les autres professionnels, puisque j'imagine qu'il n'y a pas que des médecins dans la salle, et fort heureusement, pour les autres professionnels qui peuvent être confrontés à des prescriptions de médecins où il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés ou remboursés seulement à 15%, vous pouvez aussi donner des conseils à la personne si elle n'a pas suffisamment de ressources pour savoir en gros qu'est-ce qui. Pour l'aider à faire un choix. C'est-à-dire que quand on est face à une prescription avec plein de trucs, les personnes ne savent pas forcément quelle est l'utilité de chaque médicament qu'on leur a prescrit. Donc votre rôle en tant que pharmacien, infirmier libéral qui est confronté à ce genre de prescription, c'est aussi peut-être de l'aider à faire un choix sur ce qu'il doit prendre, qu'est-ce qui va l'aider au plus, au mieux, et puis les choses qui sont peut-être plus optionnelles aussi. Ou peut-être les choses qu'il peut suggérer à son médecin de prescrire la prochaine fois. Voilà. Ça, c'est plus aussi une question administrative, mais avoir une vigilance sur les dates d'ouverture des droits de vos patients vis-à-vis de la complémentaire solidaire, de santé solidaire et de l'AME. Si jamais vous ne saviez pas, donc, les personnes qui sont en situation régulière et qui sont en situation de précarité peuvent prétendre à la complémentaire santé solidaire, et les personnes en situation irrégulière à l'AME. Les renouvellements, ils doivent intervenir 2 mois avant la fin des droits. Si c'est trop tôt, on va leur dire que c'est trop tôt. Et puis si c'est trop tard, il peut y avoir une rupture. Donc 2 mois, c'est bien. Et peut-être demander à la personne si elle sait faire des démarches préalables, ou si elle a besoin d'aide. Et si elle a besoin d'aide, vous pouvez les orienter, notamment vers les maisons de France Service. Il y en a un peu partout sur le territoire, qui peuvent les aider à faire ces démarches, ou vers des associations qui seraient proches de votre lieu d'exercice. Donc là, je vous en ai listé quelques-unes, mais en fait, il y en a quand même beaucoup des associations qui font de l'aide aux démarches administratives. Voilà, on peut vous orienter en fin de présentation si vous voulez connaître des associations qui sont près de l'exercice. Une autre chose qui est extrêmement importante, notamment pour les aides médicales d'État, donc pour tous les patients que vous pouvez suivre et qui sont en situation irrégulière, ils ont besoin d'avoir une preuve de présence sur le territoire. Et les passages dans votre cabinet peuvent être considérés comme une attestation de présence. Donc, établir une attestation de suivi en fait, des personnes en disant peut-être que monsieur et madame est venu tel jour pour une consultation, ça aide beaucoup. Et ça peut aussi éviter que vous ayez des personnes qui se présentent dans votre cabinet juste pour vous demander l'attestation. Juste là-dessus, oui. Juste là-dessus, les attestations de suivi, il y a des petites règles qui ne sont pas forcément des règles réglementaires, mais qui sont pratiquées par la CGSS ici. En fait, si on fait une attestation de suivi qui dit juste « je suis tel patient depuis telle date », ça ne marchera pas. Et il faut faire une attestation de suivi avec l'ensemble des dates, avec tous les rendez-vous et toutes les fois où on l'a vu. Il faut vraiment être très exhaustif. Sur la dernière année. Sur la dernière année, il faut soit plus de 3 mois. Enfin, la preuve de présence, c'est plus de 3 mois et moins d'1 an. Donc, il faut pouvoir montrer que le patient est là depuis plus de 3 mois et moins d'1 an. Et idéalement, c'est pas mal aussi de montrer qu'il est là de façon ininterrompue depuis les 3 derniers mois. Donc, en fait, l'idée le plus simple,
c'est d'avoir une première date qui est à bout de 3 mois et moins d'1 an, et après de lister toutes les dates, jusqu'au jour où on fait le certificat. Et comme ça, on prouve non seulement la présence, mais en plus on prouve que la personne elle est bien sur le territoire. La résidence, c'est la résidence. Bon. Voilà, je voulais vous présenter ce outil, même si on commence à peine à le déployer. Vous pourrez le regarder en fin de présentation si vous voulez. C'est un livret santé qui a été fait justement par l'ensemble de nos institutions et associations, voilà. Qui a été en fait pris sur un modèle qui est arrivé au choc à la base. Et donc c'est un petit livret qui permet, donc la personne possède, et qui permet la coordination entre nos différents services et puis l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le parcours de la personne. Et donc, je vous laisserai regarder, mais il y a des parties sur la protection maladie, justement, pour savoir qui a déposé le dossier, quand est-ce que ça a été fait, etc. Des parties plutôt médiation en santé et sociale, et puis des parties sur les soins. Alors, l'objectif n'est pas de mettre des informations médicales, confidentielles dedans, mais plus de dire qui suit la personne, quand est-ce qu'elle va avoir un rendez-vous prochainement, etc. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir plus se coordonner le parcours de santé. Il existe aussi des livrets de santé bilingues, comme ceci, ça peut vous être utile, en 17 langues, notamment dans des langues qui sont assez utilisées en Guyane. Ils sont très détaillés, mais vous avez le même texte à chaque fois en français à droite et dans la langue concernée de l'autre côté. Voilà. Et voilà, donc ça peut vous permettre d'aborder certains sujets avec vos patients qui ne parleraient pas français. Voilà. Le système de santé français, parce que du coup, il y a une description un peu de rôle de chaque personne. Donc, de la sécurité sociale, de pathologie. Voilà, normalement ils existent en physique à Bien Promo Santé, c'est ça. Ils sont en cours de révision, notamment celui en créolésien. On a fait un groupe de travail par rapport à ça la semaine dernière. Voilà. Et ils sont gratuits. Ils sont gratuits. Parce que c'est Santé publique France qui les dit, c'est gratuit. Et Bien Promo Santé vous direct de Guyane que si je veux vous demander, les commander et peut-être qu'ils en ont encore en stock. Et sinon, effectivement, aussi en ligne, c'est déjà. Voilà. Donc, s'il y a une chose dont il faut garder en tête avec le LPP, c'est cette fiche d'adressage qui, soyez contents, parce elle faisait 4 pages il y a quelques mois, on a élagué, parce qu'on part sur l'essentiel de ce qui doit être transmis à l'équipe de l'ANEP. L'équipe de l'ANEP se réunit tous les lundis de 10h jusqu'à ce que, sans pouvoir finir ces réunions, parce que c'est le lundi qu'on reçoit les adressages et qu'on va statuer sur les appels à faire dans l'après-midi. Donc on prend contact le jour même avec tous les patients, quelle que soit la langue. On a l'avantage d'être comme les petits groupes, c'est-à-dire dans l'équipe, on parle anglais, français, espagnol, brésilien, créole haïtien, créole guyanais et d'arabe. Donc par rapport à la population présente sur le bassin canadien, c'est extraordinaire. Et cette fiche d'adressage, c'est vraiment très important, je suis peut-être venu que pour ça, tellement c'est important qu'on ait les informations le plus claires possible, notamment l'adresseur, celui qui adresse, parce que souvent on a besoin de nous entretenir avec lui sur la situation du patient. Les coordonnées où le patient doit être vu ou peut être vu, ou au moins une géolocalisation éventuellement sur le numéro de téléphone que vous voyez là. Et puis le reste est vraiment brièvement couché sur la perception de la personne qui remplit la fiche par rapport au patient qui est devant elle. Parfois le patient n'est pas là, parfois c'est juste un patient qui est signalé par un membre de sa famille, et ça nécessite aussi que l'équipe l'approche et qu'elle puisse faire une évaluation et voir dans quelle mesure on peut nous venir en aide. Qu'est-ce que je pourrais vous
Donc cette fiche, elle est disponible à l'EMPP, vous pouvez la demander par mail et la voir par mail, c'est plus facile. Elle se remplit aussi électroniquement et elle s'envoie à l'adresse qui figure sur la fiche. Voilà, si vous voulez qu'on arrive très rapidement aux patients, ben, il est important que cette fiche soit complète. Il est arrivé que des fiches ne contiennent pas le numéro de téléphone par oubli, c'est sûr, pas le nom de la personne, donc un numéro, on se va appeler quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Et les patients sont pratiquement vus dans la semaine qui suit l'envoi de la fiche, ce qui est extraordinaire. Le NPP, c'est du lundi au vendredi, sauf si je suis de garde, ça fait samedi et dimanche aussi, mais de 8h30 à 15h30 et le numéro de téléphone est suivant. Pour en revenir au comète, vous avez deux dispositifs. Donc, le dispositif de soins avec l'accueil du public le lundi et mardi sans rendez-vous, un premier rendez-vous à l'accueil avec le pédiatre en santé accueillant. Et par la suite, on donne des rendez-vous sélectifs en tête active avec les consultants médico-psychosociales sur le suivi. Et vous pouvez éventuellement, si vous avez des questions d'orientation, nous envoyer un mail effectivement avec les informations en lien avec les patients aussi, ou nous appeler à ce numéro ici. Ça, c'est vraiment pour la réception du public et puis l'accompagnement, l'intégration éducative. Je n'ai peut-être pas précisé très bien tout à l'heure sur le suivi psychologique ce que ça représente, mais en fait, on accompagne des personnes qui sont effectivement exilées, qui ont subi parfois beaucoup de traumatismes, que ce soit au départ, dans le parcours d'exil, à l'arrivée sur le territoire, et donc l'accompagnement sur le volet psychologique, c'est souvent les traumas qui peuvent être complexes. Et enfin, pour répondre à toutes vos questions en lien avec l'accès aux assemblées des personnes étrangères, en France, nous avons une permanence téléphonique de mardi sur la journée, mardi matin social et juridique, et mardi après-midi médical et psychologique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, ce dont on vous parle, comme ça peut-être, on ne va pas trop dans le détail, dans la complexité des situations, mais chaque cas est vraiment individuel à mon sens, et tout ce qui est en lien par exemple avec la protection maladie, effectivement, si vous recevez une personne qui est en demande d'asile, c'est bien de savoir où elle en est, est-ce qu'elle peut ouvrir ses droits, pas encore, une personne est-ce qu'elle est en situation régulière ou pas avec une attestation de demande d'asile, enfin, je ne vais pas dans le détail, mais en fait, chaque situation individuellement peut apporter des réponses différentes, et au début, c'est pas possible de tout maîtriser. Donc, n'hésitez pas à appeler si vous avez des questions, et puis sur le groupe Zéro Référent aussi, pour l'évaluation médicale, notamment, ça peut être, et psychologique, ça peut être intéressant. Ça, c'est le logo, rue Maloué, au deuxième étage. Et donc, comme on n'a pas d'ascenseur, on reçoit chez le médecin du monde en partenariat pour les personnes habilitées à la chance. Merci. Et vous aussi, vous êtes venu chez nous? Oui, je pense. Moi, je vais peut-être les écarts, parce qu'ils sont comme Et là, il y a des diapos. Ah oui. En fait, après les diapos, c'était, si jamais vous vous souvenez, recevoir le diaporama, on a répertorié en fait pour chaque structure, association, un peu le détail des activités, des horaires, etc. Oui, là, moi, j'ai juste dire, voilà, le numéro de téléphone, il est là. Nous, en fait, on fait de la consultation sur rendez-vous, mais aussi avec un accueil sans rendez-vous. On rajoute du monde, on fait comme tous ceux qui ont des cabinets de consultation médecine générale. On fait un peu les deux. En gros, la plupart des patients se présentent d'eux-mêmes chez nous à la base et viennent eux-mêmes prendre leur rendez-vous d'eux-mêmes. C'est intéressant, ça paraît un petit peu à l'ancienne, comme ça, cette façon de fonctionner avec les patients qui viennent eux-mêmes demander leur rendez-vous. Mais en fait, ça nous permet d'avoir une première évaluation infirmière pour chaque demande médicale. C'est-à-dire que chaque personne qui se présente à la base et qui a une demande médicale va être reçue par l'infirmière du service qui va évaluer l'urgence de la demande. Et ça permet du coup d'adapter la date de rendez-vous à la demande du patient. Donc c'est pas que parce qu'on n'a pas envie de répondre au téléphone. C'est juste parce que ça nous permet de bien évaluer la demande. Et aussi parce qu'on a des patients qui ne sont pas du tout à l'aise avec le téléphone et avec la prise de rendez-vous, que ce soit au téléphone, en ligne ou autre. Donc voilà, ça permet de s'adapter aussi aux patients.
Mais pour les professionnels, le plus simple, c'est d'appeler à ce numéro-là qui est écrit en tout petit, mais que vous aurez du coup dans Elia.ma. La secrétaire, elle peut vous orienter sur n'importe laquelle des antennes, donc elle peut donner des rendez-vous en fonction de là où habite le patient, sur n'importe laquelle des antennes, vous appelez à ce numéro-là. Et puis, on vous répondra. Voilà. Le reste, vous verrez. Il y a des bases d'hommes qu'on a déjà parlé. Ouais, ça, c'est les bases. Là, du coup, en haut, là, c'est les bases c'est la base de l'hôpital. Le site de l'hôpital. Ici, c'est la base de Souda. Ici, c'est la base de Malata, mais je n'avais pas de photo autre qu'avec toute l'équipe en train de monter. Pour être un peu sérieux, je vous ai juste dit ça. Ici, c'est le camp de réfugiés à la Verdure. On ne voit pas très bien sur la photo et on ne voit pas nous, mais là, c'était il y a déjà 2 ans, donc ça a un peu changé depuis. Voilà. Si jamais vous n'avez pas transmis vos adresses mail, n'hésitez pas si vous souhaitez les écrire sur la feuille en partant pour qu'on puisse vous transmettre le diapo ramasse si vous le souhaitez. Et ça, c'était juste un petit rappel. Nos permanences, c'est pour les situations complexes vis-à-vis de l'accès au droit. Quand vous avez des blocages sur les protections maladie, tout ça, il ne faut pas hésiter à nous orienter les personnes. Ça va surtout être le mardi et le mercredi matin à Médecins du Monde, qui est rue des Peuples autochtones, donc juste à côté de la place Chat. Et sinon, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour les équipes mobiles, étant donné qu'elles sont mobiles et puis qu'elles peuvent se trouver à différents endroits, le mieux c'est quand même que vous receviez tous les mois notre planning pour pouvoir orienter. Il y a les géolocalisations, vous pouvez regarder où est-ce qu'elles vont se trouver, etc. Et normalement, c'est à proximité des plus grands. Donc, pour recevoir le planning, soit vous ne l'envoyez pas ce soir, soit vous écrivez à l'adresse qui est ici. Bonsoir à tout le monde, désolé pour mon retard. Du coup, moi, c'est Karl, je m'occupe de la fonction de médecin-chef du pôle santé publique à la Croix-Rouge et je coordonne les centres de prévention et les centres de santé de la Croix-Rouge en Guyane. Du coup, je pense que mes homologues, on a l'habitude de collaborer ensemble, ils connaissent très bien le dispositif, je pense qu'ils vont déjà faire un petit résumé là-dessus. En tout cas, sachez qu'on est à Rubama, aussi concerne les centres de santé de Cayenne, et du coup, on a pas mal de permanences en hors des lieux aussi, que ce soit à Balata, sur le site qui est la place à Balata, tous les mercredis, que ce soit à Cogno, sur le site de la DAC à Cogno. Et après, on a des permanences à la Vertu les vendredis, soit une fois par mois ou 2 fois par mois en fonction de la demande. On est aussi à Soula, tout ce qui est autour de l'île de Cayenne. À Soula, on y est souvent les lundis. À Soula, il y a Sablance. Et puis après, on a d'autres permanences un peu partout. Bon, on n'est pas très bon comme médecin du monde, on n'envoie pas de planning. Mais en général, on est quelque part. Du coup, nous, tout ce qui est en lien avec ce que nous proposons essentiellement, c'est la consultation primo-arrivante. Donc, toute personne qui arrive sur le territoire et qui est une couverture sociale ou non, on peut lui proposer une consultation médicale gratuite. Au cours de ces consultations-là, on lui proposera un bilan IST, on lui proposera des rattrapages vaccinaux, on lui proposera aussi une consultation médicale gratuite pour voir un peu quelles sont les pathologies, voilà. Et tout ce qui est à traiter en aigu, en général, on le traite, on délivre le traitement gratuitement. Et par contre, tout ce qui est chronique, etc., on fera des orientations vers la base qui les mettra dans un parcours plus ou moins hospitalier ou avec des spécialistes un peu plus ou moins à l'hôpital. Globalement, on est organisé comme ça. On a pas mal de dispositifs mobiles, notamment l'équipe mobile de santé publique. On déploie en général quand il y a une situation sanitaire ou d'urgence quelque part. En général, on déploie une équipe qui prend en charge les personnes et qui fait différentes orientations. Donc, globalement, on est organisé comme ça. On a des médiateurs qui travaillent au sein de notre structure. Donc, pareil, si vous avez des personnes qui peuvent être accompagnées et qui ont besoin d'être accompagnées en termes d'ouverture de droit, l'AME et tout ce qui va avec, vous pouvez les orienter aussi. On a 3 médiateurs en santé qui accueillent les patients tous les jours au CTE de Cayenne. Et puis, depuis un an, depuis février 2024, on développe ce qu'on appelle les centres de santé de la Croix-Rouge en Guyane. Donc, on a
2023, avec une offre de médecine ambulatoire classique, qui s'apparente un peu à votre activité en libéral, sauf que les médecins chez nous, ils sont des 6 salariés. Et donc, typiquement, à Cayenne, on a 2 médecins qui consultent tous les jours, ou des consultations de médecine générale. Donc, on a encore de la place si jamais vous avez plus de capacité d'accueil de nouveaux patients. N'hésitez pas à nous les orienter. Les consultations, elles sont sur rendez-vous. On ne prend pas de nos programmes. On a 2 ou 3 plages par jour, mais en général, la plupart des consultations, elles sont sur rendez-vous. Et du coup, les patients, il faut juste qu'ils appellent via call. Et puis, ils ont un rendez-vous très souvent du jour au lendemain, ou des fois dans 2 jours, dans 3 jours, en fonction de vos agendas. Par exemple, quand un médecin n'est plus disponible, en général, les patients vont appeler via call, et très souvent, ils sont vus par les médecins de nos équipes. Donc, globalement, c'est comme ça qu'on est organisé. On est un peu nombreux. À Cayenne, il y a une dizaine de médecins qui sont seulement généralistes. Et puis, il y a moi, moi, je suis santé publique de base, mais bon, pas de consultation de médecine générale. Alors, moi, je suis un peu dans la coordination de l'activité, dans le montage des systèmes dispositifs de santé publique. Et après, on a aussi une pneumologue qui est plutôt sur l'activité du classe. Et des bateaux qui reviennent de temps en temps, il y a un petit temps annuel sur l'activité du CIVI. Donc, globalement, voilà comment on est organisé. Donc, voilà. Si vous avez des questions pratico-pratiques, n'hésitez pas. Juste un petit commentaire sur la procédure étranger malade. Pour votre information, bien que les bénéficiaires de la nouvelle procédure puisqu'elle a été matérialisée, et donc ils vont systématiquement recevoir des notifications par SMS qui leur disent que la demande est clôturée, mais en réalité, elle n'est pas clôturée. D'accord. Je sais qu'il y a pas mal de mails qui sont envoyés à l'OFI, les gens sont très inquiets. Et comme je connais un peu la maison à l'OFI, et on a bien regardé plein de dossiers, je vous rassure que les dossiers ne sont pas clôturés. C'est juste que la plateforme leur envoie un message automatique et après les dossiers ils sont traités par l'équipe médicale de l'OFI. C'est juste un commentaire. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont de Kourou ou de Sinamari. Juste pour savoir que le MPP de Cayenne se déploie jusqu'à Sinamari. On va pour le même type de patients que ceux qu'on voit sur Cayenne. Ben, on va aussi les voir parce qu'on nous signale aussi des patients à partir de l'hôtel du fleuve notamment. Il y a des migrants qui sont là-bas. Et de Kourou avec la Catige, la passe de Kourou et parfois quelques services. Depuis quelques mois, en fait, depuis qu'on arrive à récupérer des patients qui, à la base, sont SDF, n'ont pas de tissu familial sur Cayenne, et qu'on arrive, quand l'indication est posée, à les faire hospitaliser, souvent on fait aussi l'accompagnement de la sortie de l'hôpital, parce que durant leur hospitalisation, on a pu soit trouver un hébergement, soit trouver une possibilité de les accueillir à la sortie de l'hôpital, et on continue, on reprend donc le suivi des patients dans ces situations-là jusqu'à ce que leur autonomisation se fait et qu'ils puissent aller au CSP. Voilà. Je pense qu'on peut prendre un temps si vous avez des questions. Moi, je voulais déjà vraiment vous remercier pour cette présentation parce que à savoir que je trouve qu'elle est vraiment le reflet en fait du travail qui est mené en partenariat et de façon permanente avec un engagement qui est entier, sans répétition. Donc vraiment merci et à vous aussi d'être là ce soir. On fait passer le micro si vous avez des questions, si vous souhaitez apporter des éléments. Pour parler de ça. Bonsoir, donc je suis Catherine Belmont, je suis la coordinatrice de l'équipe Covid de généatrie. J'ai eu affaire à certains d'entre vous, enfin, parfois on fait appel à nous, dans les 5 bureaux récemment, et on a aussi des liens aussi avec le MPP. Je voulais savoir, comme on a une vocation territoriale, est-ce que chacun d'entre vous
intervenez aussi sur le plan territorial ou est-ce que c'est juste sur le littoral que vous intervenez? Alors du coup, moi je profite parce que j'étais en train de me dire que je ne les avais pas encore présentées alors qu'elles sont juste là, mes collègues de la place de vous. Juste devant vous. Du coup, il y a la place, c'est des dispositifs liés aux hôpitaux, c'est des services hospitaliers. Donc il y a une place à Kourou, une place à Saint-Laurent et une place à l'hôpital de Kény. Donc mes collègues de vous, il y en a deux qui sont juste là. Les Saint-Laurentais ne sont pas là, mais c'est 3 places qui fonctionnent et qui peuvent très bien vous orienter aussi. Aussi, on vous a fait des orientations de temps en temps. Après, nous, on a une moyenne d'âge, je ne sais pas pour les autres classes, mais en tout cas, à la place de Gaël, on a une moyenne d'âge à 37 ans. Donc, les personnes âgées, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas du tout notre cœur de cible. Même si, quand ils sont là, mais c'est vraiment pas très, très fréquent. Et ça peut arriver, d'ailleurs, on a eu l'occasion il y a quelques mois, c'est un peu Et le MPP aussi, on a une limite d'âge inférieur, 16 ans et 3 mois. Vous ne me demandez pas pourquoi 3 mois, je suis capable d'y répondre. 16 ans et 3 mois. Et on nous est arrivé d'intervenir soit à rappel, soit dans des situations des personnes en plus de 70 ans, 75 ans. Et le but ici, pour nous, c'est vraiment de faire la part des choses, de faire la part entre le processus démentiel qui apparaît à cet âge-là et la véritable pathologie psychiatrique. Et donc, il y a une orientation qui est faite en fonction de cette évaluation. Du coup, nous, à la Croix-Rouge, on est implanté à Cayenne et on est aussi à Kourou et puis à Saint-Laurent. Et chaque l'équipe de Kourou va jusqu'à Ivakourou, Sinamari, jusqu'à Tonat, à Magoria. L'équipe de Saint-Laurent va jusqu'à Apatou, de Mana à Apatou. Donc, on a des équipes mobiles tous les jours avec un médecin, une infirmière qui sort. Et il y en a au moins 2 qui restent dans le centre. Donc à Kourou et à Saint-Laurent, on est aussi implanté. Et puis à Cayenne, on essaie de s'ouvrir tout ce qui est orthophonie de Cayenne. C'est vrai qu'à Kourou et à Saint-Laurent, on est moins dimensionné que Cayenne, mais on a quasi les mêmes dispositifs, sauf l'équipe mobile de santé publique qui n'est pas à Kourou et à Saint-Laurent, mais qui est à Cayenne. Les personnes âgées, ce n'est pas le cœur de mon métier. On n'en reçoit pas beaucoup, on en reçoit juste quelques-uns à l'occasion souvent d'un rattrapage vaccinal où souvent ils viennent pour le certificat de contre-indication à la fièvre jaune et souvent il faut leur rappeler que là ce n'est pas une contre-indication à la fièvre jaune mais plutôt autre chose. Et puis quelques-uns qu'on va recevoir dans le cadre de la lutte anti-tuberculose globalement, mais on est plutôt sur le profil jeune ou adulte, mais on n'a pas beaucoup de personnes âgées. Je vais reconnaître, on a un centre de soins vraiment à Cayenne, c'est vraiment un travail évalué sur l'ensemble du territoire, sur l'accès public en tout cas. On développe des ateliers de prévention sur connaître le système de santé en France en partenariat avec l'équipe de santé dans les quartiers, faire des ateliers publics directement. Et sinon, par contre, le centre de ressources, c'est tout ce qui est avancé, de formation sur les questionnaires avec l'action de l'ensemble des personnes exilés, et puis une détail pour l'accès au droit et aux soins avec l'ARS. Notamment, là, on déploie sur le territoire, à l'échelle du territoire, et c'est plus à destination des professionnels du médico-social et du public directement. Et après, pour les personnes âgées, on a ce public de fait, mais c'est effectivement pas le cœur. En tout cas, ça ne représente pas la majorité de patience. Mais on travaille en coordination, donc effectivement, on travaille à la orientation, on est friand de travailler sur les partenariats. Nous, c'est pareil, on n'a pas d'action pour le public en dehors de la CSN. Ça me fait penser, j'avais pensé à un truc que je voulais rajouter dans la présentation et que j'ai oublié de dire pour les personnes qui suivent alors, c'est pas forcément personnes âgées, mais en tout cas, entre 50 ans. L'AME, en fait, les personnes qui sont à l'AME ne sont pas éligibles au dispositif de dépistage des cancers. Et donc, du coup, quand vous suivez des personnes qui sont qui ont plus de 50 ans,
et qui sont à l'AME, c'est important de penser à leur proposer des mammographies, des dépistages du cancer du col et des dépistages du cancer du côlon, parce qu'elles ne recevront jamais de courrier de la part du centre de dépistage du cancer pour faire ces examens. Juste pour la partie territoriale locale, il y a aussi les différents besoins qui circulent, vous y allez, le collège, en commune isolée, et puis les CPTS. Les différents services, c'est ça, qui sont organisés dans la préfecture avec l'ensemble des services CGSS, l'UCAF, qui se déplacent effectivement de manière plus ou moins régulière. Mais du fait, c'est assez régulier. Et les clients de droit, c'est pour cette personne en fait à l'ICD, qui s'organisent, là c'est plutôt des avocats, des juristes, Il y a d'autres questions, remarques. Après, il y a un magnifique buffet de Mimi qui nous attend juste derrière. Si vous souhaitez aussi poursuivre des échanges autour d'un verre, c'est aussi l'objectif. Merci à vous. Oui,